Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Thème de cette soirée, quel style de vie demain en Méditerranée? Alors c'est intéressant parce que ça pose la question de la ville, et au-delà de la ville, et jusqu'où va la ville, et comment concevoir la ville, et au fond, comment vivre ensemble, peut-être dans des conditions un peu différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, et comment faire en sorte que ces changements-là soient possibles. Donc c'est vraiment un thème tout à fait intéressant, et je suis ravi de pouvoir échanger sur ce thème avec vous, Pauline Marchetti, et merci de votre présence. Pauline Marchetti, elle est architecte associée à Sensual City Studio. On vous dira dans un instant ce qu'il en est de Sensual City Studio. Elle est co-auteure d'un essai magnifique qui a pour titre « Belle Méditerranée, les métropoles sensibles ». Et c'est une réflexion avec l'architecte Jacques Ferrier, une réflexion extrêmement intelligente sur la façon dont des liens peuvent constituer un territoire. Ces liens, ça peut être des odeurs, ça peut être des cuisines, ça peut être des couleurs, ça peut être les terrasses, notamment quand on a la chance, comme nous tous, de vivre dans le sud, où les terrasses sont plus accueillantes qu'elles ne le sont généralement dans le nord. Et c'est une très belle idée de la cité que propose Pauline Marchetti. Et puis alors, l'autre invité, c'est, mais je ne sais pas s'il faut le présenter, Thierry Fabre. Bon, bonjour Thierry Fabre, qui dirige le programme Méditerranée de l'IMERA, qui est le fondateur des rencontres d'Averroès, qui est essayiste, qui est chercheur. Parmi ses essais récemment publiés, Méditerranée, penser l'après du désastre. Et en effet, malheureusement, il faudra qu'on parle aussi du désastre, qui est paru dans la revue Gibraltar. Alors, donc, quel style de vie pour demain en Méditerranée? Peut-être, si vous en êtes d'accord, on va commencer par s'entendre sur un mot qui est le mot style, qui est sympathique, mais qui peut être un peu inquiétant. C'est un des mots de la publicité, style. Et certains se demandent d'ailleurs si ce n'est pas un mot qui propose implicitement, à un moment donné, toujours un peu de débat et possiblement aussi d'affrontement. On peut ne pas être d'accord sur la question des styles. Qu'est-ce que vous mettez, vous, Pauline, dans le mot style? Alors, c'est une grande question. En tant qu'architecte, il y a plusieurs façons d'exercer son métier, mais en tout cas, en ce qui me concerne, si je réfléchis au mot de style de vie, je vais penser au quotidien des gens. Et essayer déjà de prendre le quotidien comme quelque chose de positif, d'extrêmement nourrissant en tant qu'architecte. Et donc, si je pense style de vie, je vais essayer de comprendre exactement quelles ont été les influences de la technologie, comment ces technologies et les nouveaux modes de vie transforment la vie des gens. Et à partir de ça, je pense que ça va me permettre de commencer à projeter mon travail. Donc, style de vie, pour moi, c'est ça. C'est le quotidien lié à toute une série de paramètres qui diffèrent en fonction des lieux, des climats et de plein d'autres choses. Et ici, pour la Belle Méditerranée, on peut en parler, mais il y a beaucoup de ces paramètres. En écoutant Pauline et Thierry Fabre, je pense à un sujet que vous avez d'ailleurs abordé à plusieurs reprises déjà dans les questions liées au style de vie en Méditerranée. Je pense au film d'Edgar Morin et de Jean Rouch. Et la question posée dans le film, qui est un film magnifique d'ailleurs, la question posée dans le film, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Et comment avez-vous envie de vivre? On en revient au fond à ce que vient d'engager comme idée Pauline Marchetti. Souvent, le détour par le cinéma permet d'éclairer les choses. On a parlé tout à l'heure avec Pauline Marchetti avant la rencontre de Seth. Il y a une grande figure de Seth qui est Paul Valéry, qui a une très belle définition du style. Pas sur le plan littéraire, justement. Il dit « Le style, c'est la marque de l'humain sur toute chose ». Et il me semble que c'est une très belle façon de commencer à entrer dans cette notion pour justement échapper à la simple relation, aux simple idée, à la connotation de la mode. Et on est en train, justement, à l'IMERA, de mener un atelier de recherche avec Marielle Massé, qui a écrit d'ailleurs ce très beau livre qui s'appelle « Style » chez Gallimard.
Et un des éléments premiers sur lesquels on s'est penché, c'est justement pour distinguer, pour le dire en anglais, lifestyle de way of life. Lifestyle, c'est effectivement ce qui est de l'ordre de l'éphémère, du passager, qui relève du phénomène de mode, dont on peut, au fond, changer aussi bien que l'on change de veste, de pantalon ou de t-shirt. C'est quelque chose vraiment de fugace. En revanche, et c'est plutôt dans ce sens-là que je parlerai de style de vie en Méditerranée, la notion de way of life est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui renvoie à des valeurs, à quelque chose qu'on veut défendre et qui peut susciter aussi bien une adhésion profonde que une volonté de combattre pour un style de vie. C'est quelque chose auquel on est profondément attaché. Et il y a cette double dimension qui me paraît frappante dans les styles de vie. C'est à la fois une dimension personnelle, qui a un rapport au désir, à l'imaginaire, au récit, à la façon dont on se projette dans la vie, à la fois à l'échelle, je dirais, personnelle. On dit qu'on se donne un style, mais surtout un style de vie, c'est une dimension collective. Donc il y a quelque chose comme ça qui relève du choix, mais il y a aussi quelque chose qui est hérité. Il y a quelque chose qui nous vient de loin, des gestes profonds qui nous sont transmis, de la façon dont on mange, par exemple, dont on habite, dont on se parle. Et on voit bien que ce n'est pas quelque chose simplement qui est né de l'immédiat. C'est dans la profondeur du quotidien, et je pense que c'est ce soir, on va essayer d'explorer ces profondeurs du quotidien. Le film dont je parlais à l'instant, si certains d'entre vous ont envie, on peut le revoir assez facilement d'ailleurs. Il date de 1961, il avait pour titre Chronique d'un été. C'est un très très beau film, avec deux questions simples, comment vis-tu, es-tu heureux ? Et au fond, ça pose en effet la question de la place de l'homme dans... Ce qui est d'ailleurs, j'allais dire, presque le pivot de votre axe de réflexion à Sensual City Studio. Mais vous faisiez référence, Thierry, à Marielle Massé, et elle a dit une chose que j'ai trouvée d'abord très belle et vraiment intéressante. L'architecture, l'urbanisme pose évidemment la question des formes. Et elle dit, Marielle Massé, la question des formes engage toujours celle des sens. Et je trouve que c'est une très très belle réflexion. C'est-à-dire qu'au fond, on n'imagine pas tout ce que l'urbanisme et l'architecture peut porter de tout ce qui nous concerne. On parlera tout à l'heure des odeurs, des cultures, des parfums, des cuisines, mais la question des formes, elle est centrale évidemment, non ? Oui, en tout cas, elle l'est devenue. Je ne sais pas si elle l'a toujours été, en tout cas, elle l'est devenue, la question des formes. Et c'est intéressant, je ne connaissais pas cette citation, donc je vous permettrai de la réutiliser. Mais oui, parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est très belle et elle est d'autant plus intéressante que si on parle de l'urbanisme et plus largement de la question de faire la ville, de la projeter, de la planifier, ces derniers temps, elle a été projetée et planifiée en 2 dimensions, la plupart du temps. Pour des questions très, très, très pragmatiques, d'infrastructure, de mise en place de tous les équipements nécessaires. Or, la forme, ça implique une 3e dimension, forcément. Et cette question de la 3e dimension, elle devient prégnante quand on se pose la question du rapport au corps. Puisque de toute façon, projeter quelque chose qui est très, très grand, comme un quartier ou autre chose, le rapport au corps, tout d'un coup, se dilue. Se dilue parce que la question de l'échelle, en fait, rentre en jeu et on a du mal à projeter son corps dans un plan ou dans un très grand dessin comme ça. Et donc, la question du rapport au corps et au sens se dilue. Si on inverse le rapport entre forme et sens, et si on met les sens en premier et qu'on dit que, finalement, c'est les sens qui engagent la forme et pas l'inverse, on peut tout à fait imaginer la très grande échelle à partir de l'expérience du corps dans l'espace. Et si on se place de ce point de vue-là, et qu'en plus de surcroît, on se place en Méditerranée, alors là, on est hyper content, parce que les sens sont mis en éveil. Une certaine présence. Voilà, ils sont mis en éveil, ils sont en éveil en permanence. Mais c'est important, cette notion-là, et cette notion de subjectivité, c'est-à-dire de l'expérience personnelle de chacun. Alors, on n'est pas... chacun a son histoire, chacun a sa mémoire, chacun a une partie de ses sensations et de ses émotions qui vient, on va dire, de son esprit,
mais il y a une grande partie qui vient de choses qui sont de l'ordre de l'instinct. Bien sûr. Et c'est pour nous un fantastique outil, une fantastique matière avec laquelle on peut travailler et projeter ces formes. Ce qui est intéressant, c'est la façon aussi la question de l'échelle que vous venez d'évoquer. Et je voudrais qu'on parle, Thierry Fabre, des îles de Lérins. Et je voudrais qu'on parle du monastère Saint-Honorat. Parce que ça, c'est votre souvenir d'enfance. Mais c'est peut-être de ce souvenir d'enfance que par votre vision, car c'en est une pour de bon, de ce que nous pouvons échanger dans l'espace de la Méditerranée. Et la question du monachisme, elle est très importante dans votre réflexion. C'est vrai qu'on est marqué comme ça dans son histoire ou dans son imaginaire par des lieux. Il se trouve que moi je suis né à Cannes et que Cannes est une ville qui ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, en face de Cannes, il y a 2 îles, Sainte-Marguerite et surtout Saint-Honorat, qui elles me parlent énormément, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est là où je dirais où j'ai appris la Méditerranée. À la fois une Méditerranée sensible et surtout apprendre à rêver. Parce qu'il se trouve que sur cette île de Lérins, il y a un lieu assez incroyable, qui est un monastère qui a été fondé au 5e siècle. Où d'ailleurs Saint-Victor et Saint-Césaire d'Arles sont passés par le monastère de Lérins, qui a été un monastère d'une très grande importance. Il faut dire, pardon, c'est une image facile, mais au 5e siècle, le monastère, c'est l'équivalent du MIT. Hein. Oui, c'est un lieu de connaissance, de réflexion, de travail. C'est un lieu de très très haut, de grande réflexion. Il a fallu quelques temps pour ça, parce que quand Saint-Honorat arrive à Lérins, c'est une île qui est réputée pour être très hostile, où il y a des serpents, où il ne faut pas s'installer, etc. Et là, il en fait un très grand lieu de savoir, de culture, d'éducation. Et il y a, reste une trace majeure qui est un monastère fortifié du XIe siècle qui donne dans la mer, dans lequel il y a une terrasse absolument éblouissante. Et donc c'est vrai que moi j'ai appris la Méditerranée là, et c'est vrai que je venais regarder la mer et cette ligne d'horizon, et je me suis toujours posé la question, au fond, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Et c'est à partir de là, de cette question de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, que j'ai eu envie d'y aller de l'autre côté. Parce qu'on m'expliquait dans ma culture qu'au fond, de l'autre côté, c'est pas nous. C'est les Arabes, c'est l'islam, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Et justement, moi, à partir de cette question-là, j'ai eu envie d'aller voir de l'autre côté. Puis après, il y a eu, je dirais, presque concomitamment une grande rencontre qui est celle de Jacques Berck, qui était professeur au Collège de France. Il venait de quitter le Collège de France. Et Jacques Berck était un grand spécialiste du monde arabe, de l'islam. Il est né en Algérie. Il avait d'ailleurs terminé sa leçon au Collège de France par des appels aux Andalousies toujours recommencés, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés et l'inlassable espérance. Alors c'est vrai que quand on a 20 ans, ce genre d'écho. Donc j'ai rencontré Berck chez lui à Saint-Julien-en-Borne et j'ai beaucoup appris de Berck, et justement il m'a incité à aller voir de l'autre côté ce qui se passe, à aller voir ce qu'il appelle la Méditerranée des 2 rives, de l'autre rive, et c'est comme ça que je suis allé vivre en Égypte, apprendre un peu d'arabe et connaître un peu l'autre rive de la Méditerranée, ce qui in fine a donné penser la Méditerranée des 2 rives, des rencontres d'Averroès qui ont lieu depuis plus de 20 ans à Marseille. Donc c'est vrai que les lieux sont je dirais, créer dans le regard une façon d'appréhender le monde et la réflexion aujourd'hui engagée sur les styles de vie méditerranéens viennent à la fois de Lérins et de la rencontre avec Berck. Mais vous, avec le nom que vous portez, ma chère Pauline Marchetti, hein, la Corse est un point nodal, j'allais dire, en Méditerranée. C'est intéressant de voir à quel point, au fond, la réflexion dans cette géométrie-là vous a aussi influencé. On va parler de la ville sensible, on va parler notamment de la belle Méditerranée dans quelques minutes, mais cette géométrie, cette échelle-là est quelque chose qui imprègne tout le travail de Sensual City Studio. Oui, j'ai envie de répondre par une histoire un peu personnelle, moi aussi. La Corse, je porte un nom corse, mais j'ai plus de maison en Corse. On a quitté le pays il y a longtemps. Voilà. Mais voilà. Ça arrive. Et une partie de ma famille est passée par l'Algérie et par Alger, et rentrée ensuite dans les environs de Marseille, à Salon de Provence, et puis a fini à Tours. Donc vous voyez, on a un peu voyagé. Et petite, je venais au bord de la Méditerranée passer mes vacances avec ma mère. Et puis un jour, vers l'âge de 8-9 ans,
la vie fait que j'ai quitté la Méditerranée pour mes vacances et je suis allée sur l'Atlantique. Et ça a duré comme ça pendant 10 ans. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais je n'ai pas dû mettre les pieds au bord de la Méditerranée pendant une dizaine d'années. Donc de 8 ans à, peut-être pas une dizaine d'années, vers 16 ans. Je me souviendrai toujours de mon arrivée. Et d'ailleurs, c'était ici à Marseille, à la gare de Marseille. Cette odeur, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on vous lisez Proust, on vous parle de la Madeleine, on vous parle des odeurs, etc. Mais le jour où vous le vivez, et c'est tellement vrai que je pense que ça suit mon travail et le travail du studio, de savoir à ce point-là que les odeurs vous transpercent et vous transforment et vous ramènent à des choses qui sont des images, des univers, des sensations, des émotions qui sont heureuses. Et finalement, après tout, on est là pour ça. Donc, finalement, cette échelle, c'est l'échelle de l'odeur, c'est l'échelle de l'odeur de la Méditerranée, des pins qu'on trouve. Alors, vous allez. Mais je veux dire, c'est ça le déclencheur de votre idée sur ce que vous appelez la ville sensuelle, qui n'est pas simplement des murs, des espaces verts, mais qui est bien d'autres choses. Et c'est parti de l'odeur. C'est parti de l'odeur. C'est sûrement une réminiscence de ce que j'ai vécu à 16 ans, mais à l'époque, je n'avais pas encore prévu ma carrière, donc ce n'était pas le sujet. Et l'odeur de Shanghai. De Shanghai. De Shanghai. Parce que vous avez fait le pavillon de la France à Shanghai pour l'Expo universelle. Oui. À Shanghai. Et je suis arrivée dans cette ville, qui est une ville assez incroyable. Et on est assez loin de la Méditerranée, là. Oui, mais je vous garantis que les Chinois ont un mode de vie méditerranéen, latin. J'y ai retrouvé des choses, des fonctionnements, des sociabilités, des rapports à l'espace public, des odeurs, des couleurs, qui, je pense, ont fait écho et qui m'ont convaincu que, en tout cas personnellement, j'avais jamais été intéressée par l'urbanisme parce que la planification me paraissait extrêmement dogmatique comme science. Or, moi, je suis une créative, je suis pas une scientifique, et donc j'étais très mal à l'aise avec l'urbanisme parce que je sentais bien qu'il était plus question de science. Je sens de science et de pragmatisme et de fonctionnalisme plutôt que de créativité. Alors, je suis assez convaincue que la créativité, elle doit être un peu partout pour qu'on s'en sorte dans cette vie-là. Donc, c'est à Shanghai, et bon, alors la ville chinoise, c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, mais la ville chinoise est un tel sujet que de revenir au sens là-bas, et ben après, ça a créé mais on cette ne réflexion. Pas tellement, puisque vous dites que les Chinois, et je suis assez d'accord avec vous, sont assez latins dans leur comportement, tout à fait. Mais avant d'en venir, qui est vraiment, à mon avis, le sujet passionnant et central de cette autre définition de la ville, dans une définition très large d'ailleurs que vous proposez, je voudrais qu'on reste un instant sur des enjeux qui sont aussi finalement assez géopolitiques. Dire juste 2 mots de la Méditerranée, mais en dire aussi 1 ou 2 de l'Europe, qui est tout de même une vraie question pour nous tous aujourd'hui de réflexion. D'abord, Europe, dans la mythologie, c'est une assez jolie fille. Hein. Zeus en est tombé amoureux en plus. Oui, bien, ce qui me frappe toujours, c'est que nos chers Européens ont tendance à oublier que la belle Europe venait de Tyr et de Sidon. Et que sans la Méditerranée, l'Europe n'aurait pas de nom et pas de visage. Et donc, cette imbrication, cette intimité-là, du lien entre l'Europe et la Méditerranée est quand même extrêmement frappante. Or, on voit bien que la dynamique européenne a largement consisté à tourner le dos à la Méditerranée et que très rares sont les initiatives, les projets, les politiques qui ont le plus souvent été des impasses, comme le partenariat euro-méditerranéen, l'Union pour la Méditerranée. Donc il y a toute une mécanique politique qui sont des grandes machines qui sont un peu vaines. Et ce qui est intéressant quand on parle des styles de vie, c'est que justement, on prend une autre couche, qui est celle du quotidien. Et de ce point de vue-là, il y a une approche sensible, urbaine. Il y a une approche aussi littéraire, celle qu'explore par exemple Marielle Massé. Mais il y a aussi il y a une approche, je dirais, des sciences humaines. Qui essaie de comprendre cette notion de style de vie. Parce que je veux dire, les sciences humaines ont essayé de penser ce rapport au style de vie. Je pense par exemple à Henri Lefebvre, à Michel de Certeau, L'invention du quotidien, qui est un livre absolument majeur et qui permet d'appréhender, par exemple, Henri Lefebvre, il parle des rythmes. Du rythme du soi et du rythme de l'autre, de la rythme-analyse. Et il analyse, par exemple, la crise de Beyrouth
entre la discordance des rythmes, entre le rythme de soi et le rythme qui a été imposé par l'extérieur. Il fait que cette incapacité à trouver son rythme et être toujours dans le rythme de l'autre et pas dans le rythme de soi a conduit à une désagrégation de la ville et évidemment un des éléments de la guerre. Donc cet élément de style est une toute autre façon d'appréhender à partir des styles de vie, y compris les questions politiques. C'est un autre angle d'approche. Et c'est ça que je trouve intéressant à explorer. Alors, Thierry Fabre a dans son bureau, Pauline Marchetti, deux photographies de deux personnages absolument extraordinaires, Albert Camus et René Char, qui étaient d'ailleurs assez copains. Il y a un échange de correspondance entre eux qui est tout à fait étonnant, d'ailleurs, où ils parlent très souvent de leur bobo. Camus disant à René Char, je ne suis pas en forme en ce moment, et l'autre lui répond, ah bon, mais t'as qu'à venir te reposer chez moi. Enfin, c'est étonnant quand on connaît la mesure de ces deux personnages inouïs. Mais Camus dit une chose qui nous renvoie au fond à ce qui est possiblement pour vous un thème de réflexion dans la problématique de la ville et de la faire autrement. C'est cette phrase de Camus qui est très belle aussi, qui dit qu'il faut une pensée de la mesure. Ça vous dit quelque chose, la pensée de la mesure ? Ouais, ça me dit quelque chose. Et ça me dit d'autant plus quelque chose quand j'entends ce que vient de dire Thierry Fabre sur la puissance de la culture et du quotidien pour influencer la politique ou en tout cas essayer de transformer dans un avenir une région comme celle de la Méditerranée. En l'occurrence, ce qui nous a, nous, intéressés, et dans cette idée de mesure, je crois qu'on va toucher exactement le sujet, c'est que si on considère l'arc méditerranéen, alors notre étude, elle se concentrait sur Gênes-Barcelone, même si on s'ouvrait, évidemment, on avait la collaboration du géographe Michel Dussault qui s'ouvre, qui appelle d'ailleurs la Méditerranée place Méditerranée. Donc c'est 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, c'est le Grand Paris. On parle beaucoup du Grand Paris. On parle très peu de ces 10 millions d'habitants qui vivent l'arc méditerranéen, de Gênes à Barcelone. Alors on peut parler de l'Europe. Pris comme un ensemble unique, quoi. C'est ça qui est pris comme une métropole, chose qu'elle est. Métropole. Juste une chose, je pense qu'il faut le préciser. Ce que dit à l'instant Pauline Marchetti, c'est le point, c'est la colonne vertébrale de la réflexion sur cet essai magnifique que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Belle Méditerranée. C'est penser la métropole de Gênes à Barcelone comme un ensemble cohérent. Alors maintenant, je vous en prie, Pauline, mais c'est ça l'idée de départ. Hein. L'idée de départ était celle-ci. Partant du principe qu'il y a une communauté d'expérience, d'usage et d'ambiance dans ces territoires. D'abord, de manière géographique, ils regardent tous la Méditerranée. Quelle vue c'est forcément un élément essentiel. Je ne parle pas de la culture, je ne parle pas de l'histoire, ce n'est pas mon sujet, mais je vais parler du quotidien et du style de vie dont vous avez parlé au début. Et cette communauté d'expérience et de style de vie crée des rapprochements bien plus forts entre un Génois et un Barcelonais qu'entre un Marseillais et un Lillois. Or, entre Barcelone et Gênes, il y a deux frontières, 3 pays. L'Europe, vous en parliez tout à l'heure, pour le coup, est très peu présente. Oui. Et c'est un vrai échec, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On peut espérer que demain, ça ne se soit plus et qu'on transforme cette situation. Mais si on veut aujourd'hui pouvoir parler de l'avenir de cette région-là, il faut accepter et voir cette région comme une métropole qui a toutes les possibilités et les atouts pour être une métropole au même titre que les métropoles internationales dont on entend parler tous les jours. Mais cette métropole, elle existe par ces styles de vie et ces communautés d'expérience, et pas par ces outils administratifs, loin s'en faut, pas par ces infrastructures. On met, je crois, 18 heures en train pour rejoindre Gênes à Barcelone. Alors, il y a l'autoroute, qui est une belle autoroute, qu'on appelle, dans le livre, on appelle ça la Parkway. Ça me fait penser à cet architecte anglais qui s'appelait Rainer Banham, qui est parti vivre à Los Angeles dans les années 60, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Los Angeles, et qui a passé son permis en arrivant à Los Angeles, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre la ville de Los Angeles sans la voiture. Bon. Et c'est très intéressant, parce qu'il a écrit tout un livre en disant que c'est l'expérience de la ville et c'est l'expérience de la voiture. Aujourd'hui, on dit, oh là là, il ne faut plus de voiture, etc. Mais, fin de la parenthèse. C'est ce point de vue-là qui nous a intéressés. Et si on tire le fil un peu de cette idée,
et qu'on considère Gênes-Barcelone comme une métropole, on ne voit plus le très beau centre-ville de Marseille, le très beau centre-ville de Montpellier, le très beau centre-ville de Narbonne, le magnifique centre-ville de Barcelone, et je continuerai comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça ? Des sorties de villes désastreuses, abandonnées, des panoramas qui ont été massacrés pendant des années, des intervilles qu'on appelle entre-villes dans notre ouvrage, qui sont des lieux où les gens commencent à retourner vivre et qui veulent vivre des modes de vie urbains. Qu'est-ce que ça veut dire un mode de vie urbain ? C'est quelqu'un qui est connecté, qui peut aller travailler, qui travaille de chez lui, qui a les mêmes envies mais à la campagne. Et donc, tout d'un coup, on change de point de vue, on change on change de point de vue et on regarde plus cette globalité, ce territoire, comme des très beaux centres-villes, des espaces délabrés, désastreux, mais comme une unité. Et si ça devient une unité, et ça n'est plus le plus et le moins, et ben le moins devient un peu plus, c'est pas mal, et le moins et le plus arrête d'être muséographié comme il l'est aujourd'hui. Alors, je vais enfoncer un peu un clou, mais arrête d'être muséographié comme ça et va redevenir le lieu des styles de vie méditerranéens. Bien sûr. Alors moi, je trouve et ne plus de la gentrification. Voilà. L'idée est passionnante, elle est magnifique et même elle est esthétiquement très intéressante. Sauf qu'elle pose la question peut-être la plus difficile du monde, dans le monde où nous vivons, qui est la question du commun. Comment on retrouve le commun ? Comment on retrouve le fait que le magnifique centre-ville de Barcelone, celui de Montpellier et les autres, qui sont chacun un centre-ville avec sa problématique personnelle, sa mémoire, sa culture, son identité, puisse devenir un espace où le commun reprend sa place. C'est ça le plus intéressant, le plus passionnant. Je vais revenir sur ces deux mots de mesure et de commun. De mesure d'abord, puisque c'était le point de départ, et je trouve que l'approche de Pauline Marchetti et de ce que vous avez fait, effectivement, de se projeter à 40 ou 50 ans en disant mais et si on regardait, au lieu de comme on fait d'habitude en France et en Europe, surtout en France, une vision très jacobine, verticale, et du nord vers le sud, et si on regardait cet ensemble qui va de Gênes à Barcelone, dont d'ailleurs un des épicentres est Marseille, c'est très intéressant comme perspective urbaine, comme façon de penser la ville, et effectivement de penser les connectivités, les interrelations qui existent, qui sont économiques sans doute, mais qui sont effectivement fondées très largement sur des styles de vie. Et à cet égard, le point de départ de la question était le rapport à la mesure. Et je regrette, mais je suis obligé de revenir à mon cher Camus, puisque à quelques encablures d'ici, j'ai dirigé pendant 10 ans une revue qui s'appelait La Pensée de Midi, et pas La Pensée du Midi, parce que ce n'était pas un localisme ou un régionalisme. Et qu'est-ce que c'est la pensée de Midi chez Camus ? C'est le sens de la mesure et la pensée des limites. Et je crois que cette pensée de Midi, elle peut s'appliquer à l'architecture, mais elle peut s'appliquer aussi, bien évidemment, au style de vie. Parce qu'on est dans le temps de la démesure, on est dans le temps de la surconsommation, de la surproduction, de la machine qui s'emballe et qui nous emmène là où on ne veut pas aller. On est quand même dans un temps que de plus en plus de scientifiques nomment l'Anthropocène. On a changé d'air avec le réchauffement climatique, avec la perte de plus de la moitié de la vie, de la biodiversité. Donc on sait bien que nos modes de vie ne peuvent pas rester, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc il nous faut retrouver de la mesure. Et de ce point de vue-là, ce que Camus, qui a d'ailleurs publié ce premier texte, qui est L'exil d'Hélène, dans une revue à Marseille, qui était Les Cahiers du Sud, a essayé d'imaginer et qu'il a continué à problématiser, cette pensée de Midi, ce n'est pas une pensée rétrospective, c'est au contraire une pensée très prospective, et qui rejoint cette question de l'urbain. Donc ça, c'est le premier élément qui m'est très cher, et je crois qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, à partir des modes de vie, de penser des alternatives. Nous savons que nous ne pouvons plus continuer comme avant. Et donc, il va bien falloir chercher d'autres chemins. Et de ce point de vue-là, la Méditerranée me paraît particulièrement fertile. La question du commun, c'est sûrement une des questions qui... Alors, elle se joue évidemment à l'échelle de la Méditerranée européenne, parce que on voit bien qu'on est quand même dans un temps où plutôt les frontières sont en train de se dresser. Et on n'est pas dans l'idée de ce que certains ont pu appeler l'Europe sans rivage. On est plutôt dans une façon de réifier les frontières et même
la Catalogne est en train de vouloir se séparer de l'Espagne, la Ligue du Nord d'imposer ces catégories et ces phénomènes de repli et de rejet. C'est-à-dire qu'il y a une tentation qui est, à mon avis, mortifère de l'Europe dans sa relation avec la Méditerranée, de s'enfermer, de devenir une citadelle et d'être prisonnière des imaginaires de la peur. Mais il y a peut-être d'autres chemins qui sont à l'œuvre. Et la perspective de créer du commun, elle se joue encore plus fortement dans le rapport à l'autre rive et au monde arabe et à l'islam. Et à l'islam qui est devenu une dimension intérieure aux sociétés européennes. À Marseille, ça, on sait ça depuis longtemps, mais dans la plupart des sociétés européennes. Or, aujourd'hui, c'est un élément de cristallisation des passions identitaires. Eh bien, ce qu'on est en train d'essayer d'analyser, à partir justement de cette notion de style de vie, c'est de sortir de cette frontalité, de cette opposition entre eux et nous, de cette guerre des styles qui est à l'œuvre et que l'on voit dans les façons de s'habiller, bien sûr. qui sont, voilà. Donc vous avez un Islamic way of life qui ne veut pas de l'autre. Alors il est très profond avec ce qu'on appelait le salafisme, avec l'influence wahhabite de l'Arabie saoudite qui a vraiment fabriqué cette façon d'être, mais on les voit aussi dans les sociétés françaises et européennes. L'American Way of Life nous a occupé un certain temps. Absolument. Mais voilà, mon hypothèse, c'est de dire qu'entre l'American Way of Life et l'Islamic Way of Life, il n'existe pas rien. Il y a quelque chose qui est de l'ordre des styles de vie en Méditerranée. Et c'est là le cœur du travail de la recherche, elle se situe quelque part par là. Mais le commun, restons un instant sur le commun, qui est un mot extrêmement intéressant, parce que d'abord, c'est un projet politique. Certains ont tiré commun jusqu'à communisme. Il ne s'agit pas de retomber dans ce type de réflexion ce soir. Mais est-ce que ce que vous proposez, Pauline, que je trouve très intéressant, est-ce que l'urbanisme d'atmosphère est un moyen de contourner le fait politique? C'est-à-dire de se dire, on ne va pas fabriquer du commun, on va peut-être réfléchir à travers ce que vous appelez l'urbanisme d'atmosphère, qui pourrait nous conduire, en effet, à des espaces communs. Oui, je pense, pour revenir sur ce que vous disiez sur créer du commun, c'est créer, voire recréer, parce qu'en fait, la réalité, c'est que si on parle de l'urbanisme d'atmosphère et qu'on reprend un peu la thèse du livre, c'est des choses qui ont existé, qui étaient très bien assimilées et qui ont disparu. L'idée, c'est de le retrouver, en fait, retrouver des styles de vie qui ont été, alors, différemment, parce qu'il n'est pas question d'être nostalgique. On sait très bien, d'abord, la pression sur les villes grandissent et vont grandir de plus en plus. Je ne sais plus où on en est là aujourd'hui, si c'est pas ça, 60% d'urbains dans le monde, mais bon. Oui, c'est en tout cas majoritairement aujourd'hui. Bref, ça va, voilà. Ça va dans le sens là. On vit en ville. On vit en ville. D'ailleurs, Lusso parle dans ce livre de la question de la ville, et il dit que ça n'existe plus, la ville. Aujourd'hui, c'est l'urbain qui existe, et c'est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de mesure, on a parlé d'échelle. Les villes, c'est plus à l'échelle. Voilà. Maintenant, c'est l'urbain qui devient l'échelle pour les citoyens. Mais donc, recréer ces modes de vie et redonner un peu des prises. Tout l'enjeu, en tout cas de mon point de vue d'un urbaniste, c'est de donner des prises aux citadins pour qu'ils puissent interagir avec l'espace urbain et en faire le sien. Si on arrive à faire ça, on réussit son projet. Et ça n'est possible que si vous n'y mettez pas uniquement des chiffres, des règles, des dogmes, si vous y mettez autre chose. Alors, moi, mon métier, c'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un auteur et que je suis créative à la même mesure, avec toute l'humilité qu'il faut avoir avec ça. Mais j'y crois profondément. Et je crois qu'un des aspects de ce concept d'urbanisme d'atmosphère, c'est que justement, l'atmosphère, ça ne se quantifie pas, ça ne se réglemente pas, ça ne s'énumère pas. C'est comme les styles. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, ça permet de donner des prises. Ça permet à nous, d'abord, de nous donner des outils, d'avoir des moyens d'imaginer des choses, et ça permet aussi aux citadins d'avoir des prises sur l'espace. Donc, pour moi, c'est un peu ça, l'urbanisme d'atmosphère. C'est cette humilité que vont avoir les experts S-Ville pour imaginer la ville. C'est à la fois insaisissable et indispensable. C'est vraiment quelque chose qui est de cet ordre. Et c'est vrai que
on est aujourd'hui dans une pensée calculante. Tout veut être normé, etc. Or, parmi les choses les plus importantes de la vie, et ne serait-ce que le rapport à la mort, au tragique, ne se quantifie pas. Et donc revenir à cette dimension, je dirais, qui a une trace et une portée philosophique, de pensée, change la donne. Et je crois que à cet égard, penser la ville au quotidien, là aussi, c'est une façon de changer le regard. Vous donner un exemple. On a accueilli, il n'y a pas longtemps à Liméra, un Nilüfer Gölé, qui est une spécialiste de l'islam et qui a fait un travail sur l'islam européen, extrêmement passionnant parce qu'elle a essayé de sortir des grandes catégories, des grandes empoignades, des débats actuels, etc. Et elle a créé ce qu'elle a appelé, ça revient avec la ville, un espace public expérimental. Donc, elle a fait une vingtaine de villes européennes où elle a créé des espaces publics expérimentaux qui sont des lieux de débat, de confrontation, de frottement, de discussion, notamment par rapport à la présence de l'islam et des musulmans dans ces villes. Et en essayant de prendre les choses justement dans la culture au quotidien. Eh bien, on se rend compte que justement, si on prend cette dimension-là, ça dépassionne très fortement les choses. Parce qu'il y a une catégorie très simple de dire un style de vie, c'est dans la vie. Et qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire c'est dans la vie, ça veut dire que c'est dans le mouvement, c'est dans le devenir. Et on est loin des discours identitaires, des blocs, de la séparation, du clash des civilisations, de toutes ces empoignades qui ne cessent de nous casser la tête aujourd'hui et qui font que, eh bien, effectivement, il y a une minorité, je veux dire, c'est moins de 10% de la population, à l'échelle européenne, moins de 5% de musulmans européens, mais qui, comme les juifs jadis, souhaitent trouver leur place, continuer leur pratique. Et ils doivent le faire à l'échelle et en négociant. Et ce que le montre très bien Nilüfer Gölé, c'est que ça se joue là. Donc penser, si on veut sortir de la guerre des styles dans laquelle nous sommes peu à peu entrés aujourd'hui, eh bien cette approche par les styles de vie est capable de dénouer les choses, de construire, pour reprendre une catégorie du philosophe Jacques Rancière, du partage du sensible, des modes de vie communs, avec des limites. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et je sais qu'il y a des choses qui fâchent. Je sais par exemple, dans des quartiers de Marseille, au moment du Ramadan, certains musulmans, salafistes, ont voulu interdire l'alcool. Eh bien voyons, ça c'est pas négociable. Mais après, il y a des choses qui sont négociables. Et par exemple, pour terminer là-dessus, Nilüfer Gölé compare le style de vie halal à un style de vie bio ou vegan. Et quand on réfléchit à dire, ah oui, il y a effectivement, il y a des interdits alimentaires, etc. Quand on le pense dans les catégories de style de vie, eh bien, on voit bien que dans la cité, dans la façon de vivre ensemble, il peut y avoir des modes de vie qui sont distincts et qui peuvent s'accorder entre eux sur... on peut arriver à vivre ensemble. Parce que la grande question du politique, c'est comment on vit ensemble sans se faire la guerre. Or, on voit bien que les passions identitaires sont en train de déclencher ce qui pourrait devenir des guerres. Et cette expérience historique-là, on l'a déjà connue en Europe. C'est la fin de l'Andalouse, c'est la conquête de Grenade en 1492, et ça a donné l'expulsion des Juifs et l'expulsion des Morisques. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut aller jusque-là ? Est-ce qu'on veut aller jusqu'à cette pureté du sang ? Parce que c'est ça le risque de tous ces discours identitaires. Alors, restons encore un instant sur ce projet d'urbanisme d'atmosphère. L'idée est magnifique. Maintenant, comment on fait ? Comment on fait ? Et vous proposez quelque chose, mais j'aimerais qu'on explore ça. Vous dites, au fond, il faudrait créer des réseaux sensuels. Comment on fait pour créer ? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, réseau sensuel ? Qu'est-ce qu'on met dans ces tuyaux-là ? C'est une bonne question encore. Le mot réseau sensuel, je ne sais pas si le mot réseau est celui... C'est un peu techno, réseau. Oui. En tout cas, ça résonne avec notre époque. Alors, résonner, oui. Oui. Non, mais c'est sûr. Il y a des constantes que vous avez partout, qu'on appelle le contexte. Alors, il y a le contexte géographique, donc physique, le contexte climatique et le contexte, vous en avez très bien parlé, culturel, social, etc. Cette notion de contexte, elle mérite toute notre attention. Et la question maintenant, c'est comment on analyse ce contexte, comment on fait ressortir les éléments de ce contexte pour nourrir le projet et en arriver à un urbanisme d'atmosphère. Donc si on peut parler de réseau, c'est peut-être là-dedans que j'arriverai
à lier la question à la réponse. Ces analyses-là, de ces contextes-là, elles méritent, comme je l'ai dit, toute notre attention, mais elles peuvent trouver des équivalents. Je prends l'exemple du climat, par exemple, et du rapport de la ville et de sa morphologie à la position de la ville en question sur le globe terrestre. Vous allez me dire, c'est scientifique, ce que vous allez me dire, pas du tout. Vous prenez Gênes, on en parlait tout à l'heure. Gênes est sur la latitude je ne sais plus combien sur le globe terrestre, et donc a l'été, l'hiver, etc., un angle du soleil particulier qui crée une lumière particulière dans la ville de Gênes. Vous allez maintenant à New York. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de New York en hiver. On se gèle, il fait froid, mais vous avez une lumière incroyable que vous n'avez pas à Paris. Pourquoi ? Tout simplement scientifique, New York et Gênes sont sur la même latitude. La ville de New York, je parle de Manhattan en particulier, dans son organisation, dans sa morphologie, a pris en compte cela. Parce que si vous regardez les gratte-ciel, vous avez l'impression comme ça que c'est très trop, qu'il y a beaucoup d'ombre, pas du tout. Ils sont créés comme ça de manière en escalier, et vous avez ces grandes avenues qui laissent rentrer le soleil. Vous avez plus de soleil à New York en hiver que vous en avez à Paris. Donc si je reviens dans cette idée de réseau sensuel, d'atmosphère, ce bon sens, entre guillemets, qui a été développé à la fin du 19e siècle pour créer Manhattan, qui a été développé ici dans nos régions méditerranéennes pour se protéger du soleil et faire en sorte que les maisons ne chauffent pas l'été, qu'elles gardent de la fraîcheur, etc. Tout ça, ce sont des outils fantastiques pour créer cet urbanisme d'atmosphère. Mais quand ces outils fantastiques sont directement engagés et transformés en chiffres et en réglementation, c'est dramatique. Le résultat est dramatique. Parce que vous n'avez plus aucun rapport. Vous savez, parfois on parle il y a un livre qui s'appelle « Ce que c'est la main ». Vous avez une grande culture des auteurs, vous allez peut-être voir, le nom m'échappe, depuis tout à l'heure j'essaie de le retrouver, je n'y arrive pas. Ce que c'est la main, le rapport de la main au cerveau. Aujourd'hui, on travaille avec des souris et des calculs fantastiques. Ben voilà, on en est là. Ce rapport à quelque chose de sensible, mais c'est pas uniquement le sensible pour l'autre, c'est le sensible avant tout pour nous. C'est-à-dire comment nous, de manière sensible, on va comprendre le sujet. Et donc ça, d'une certaine manière, c'est universel. C'est dans les réseaux. Bien sûr, on en revient à la question du sens. Il y a même une réflexion que vous menez que je trouve extrêmement intéressante. Restons sur les gratte-ciel, là encore, décidément. Parce que c'est ce qu'on appelle la skyline, notamment à New York. Et vous dites qu'il faut qu'on s'interroge sur la façon dont on va découper le ciel. Parce que la façon dont on va découper le ciel avec la skyline, ça engage la question du droit à la vue. Ça nous renvoie au commun. Comment on va voir ou pas ensemble ce qui nous reste du ciel. Et c'est une question passionnante et on ne l'entend pas souvent, cette question-là. Et c'est une question qui engage la problématique de l'urbanisme, du commun et de la géométrie de la ville. Je trouve que Camus aurait aimé ça, non ? C'est une question pour lui, ça. Découper le ciel, oui. Surtout la découpe. Dans le rapport sensible à la mer. Je crois que on ne peut pas appréhender et penser les styles de vie sans ce rapport au sensible. Et sans cette façon de... Par exemple, prenons la cuisine. Ce que nos chers Andalous appellent la convivencia. En Méditerranée, on ne mange pas tout seul, on n'est pas dans le fast-food, et donc on est dans un autre rapport au temps. Et je crois qu'un des éléments majeurs pour penser les styles de vie, c'est de réfléchir à la politique du temps. Et sortir de ce qu'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa a appelé de l'accélération, qui caractérise notre modernité, voire ce que Marc Auger a appelé la surmodernité. Eh bien, cette accélération, elle nous fait aller tout droit dans le mur. Et au fond, puisqu'on parlait tout à l'heure du cinéma, de Jean Rouch et d'Edgar Morin, pour moi, il y a un film vraiment visionnaire qui nous permet de comprendre ça. Et il a un titre magnifique, Les temps modernes, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin montre en quelques plans, avec un génie visionnaire, ce que va devenir cette société, ces rouages qui nous emmènent, cette façon. Et donc, par la dérision,
parce que c'était un subversif, Chaplin, il arrive à montrer comment on peut échapper à cette mécanisation du temps qui va jusqu'à la machine qui nous fait manger automatiquement puis qui se dérègle dans le film. Et il y a toute cette poésie de Chaplin pour permettre de penser le temps autrement. Or, il nous dit quelque chose de ce qu'est le temps, je dirais, de l'industrie, ou ce qu'on peut appeler le capitalisme, c'est-à-dire le maximum de choses, fabriquer le maximum de choses en un minimum de temps. Eh bien, pour moi, penser les styles de vie en Méditerranée, c'est retourner cette formule. C'est fabriquer le plus de temps possible avec le moins de choses possible. Il y a une phrase que je trouve très belle aussi de quelqu'un que vous connaissez parce qu'il a été longtemps une référence, c'est Paul Virilio, qui, avec Claude Parent, a travaillé sur la question de l'architecture oblique. Et Paul Virilio dit au fond que la présence, notre présence, y compris dans la cité, la présence diminue proportionnellement à l'accélération. Plus ça va vite, moins on est présent. Et on en revient à la question du sens et à la densité sensuelle, possiblement sensuelle de la cité. La question de la vitesse est aussi une des questions que nous devons nous poser aujourd'hui dans la question de la métropole. On doit se la poser parce qu'il y a des choses qui on ne va pas revenir en arrière. On a besoin de faire plus de choses dans moins de temps qu'avant. C'est comme ça. Bon. Donc on a le numérique pour ça. Voilà, exact. Merci. Mais c'est un fait. La question de la temporalité urbaine, c'est un sujet extraordinaire. Et si vous tirez le fil encore une fois, on travaille aussi là sur le métro du Grand Paris, comme vous le savez. La première considération qu'on a prise quand on a commencé notre étude, on a travaillé sur le temps, sur les temporalités urbaines. On n'a pas pris le projet à partir de la carte, on n'a pas pris le projet à partir des sites, des gares, etc. On a pris le projet sur les temporalités urbaines. Et on s'est rendu compte, c'est toujours pareil, ça paraît évident, mais c'est mieux quand c'est dit, qu'un Parisien avait une journée beaucoup plus riche qu'un grand Parisien. Et donc, il y avait un déséquilibre social flagrant entre un Parisien qui avait le temps d'aller amener ses enfants à l'école, aller bosser, déjeuner avec un copain, retourner au boulot, aller chercher son enfant à l'école, aller au cinéma, etc., qu'un grand Parisien qui met 1h30 à aller bosser pour prendre son métro, son bus, son machin. Ce déséquilibre social lié au transport, c'est profondément... Aujourd'hui, 21e siècle, bientôt 2020, pays qui était extrêmement bien pourvu en transport en commun, voire en transport en général. Comme la France, on avait un réseau extraordinaire, que ce soit de train, on était parmi les meilleurs. Bon, ça n'est pas possible. Bon, alors je parle pas de Marseille parce que Marseille, je sais à quel point cette ville est pauvre en transport en commun et à quel point c'est un drame. Marseille, c'est 2 fois la superficie de Paris, la ville de Marseille. Donc avec des transports en commun qui datent de l'âge de pierre. Donc c'est une base. Bon, donc, mais ça, on est dans des infrastructures, on est dans le dur. Je peux vous en parler, les infrastructures. Alors là, c'est pas sexy, c'est pas sensuel a priori. Mais si vous abordez la question d'un point de vue du temps et que vous prenez votre client qui est là pour vous faire travailler et pour vous faire construire du chemin de fer et que vous lui dites attendez, moi je vais travailler sur les gares, certes, mais je vais travailler sur le temps que les gens vont passer dans les gares et sur l'expérience de ces gares. C'est ça qui m'intéresse parce que la gare elle va être construite. Parce qu'on a besoin de prendre le train. Bon, ça c'est un fait. C'est un service public presque. Mais le temps qui est lié à cette gare, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on va rentrer dans la gare et prendre son train directement et aller bosser? Ou est-ce qu'on ne peut pas augmenter ce temps? La question du temps, de l'augmentation du temps, pour justement pallier au problème que, effectivement, il faut faire plus de choses en moins de temps, mais pour enrichir ce temps, le temps de faire autre chose. Habiter le temps. Qui est une façon d'habiter le monde. Et c'est ça la réflexion sur les styles de vie. Parce que ce dont je parlais de sortir de l'accélération, c'est pas du tout une pensée rétrospective ou passéiste. Loin s'en faut. Pas du tout. Mais c'est de dire, c'est retrouver la mesure. La juste mesure du temps. Et donc,
je sais qu'il y a tout, face au mouvement fast-food, il y a un mouvement slow-food qui a été créé en Italie. Et il ne s'agit pas simplement de ralentir les choses, mais de prendre une réflexion sur un autre type de rapport au temps. Et je crois qu'une des façons fertiles de penser les styles de vie, et notamment à l'échelle de la Méditerranée, c'est dans cette dimension temporelle, et ça rejoint la réflexion sur la ville et sur l'urbain. Mais Thierry Fabre, la juste mesure, ça pose la question du beau. J'étais frappé de ce que disait Pauline Marchetti tout à l'heure, que très souvent, quand on sort du très joli centre de Marseille, de Barcelone ou d'ailleurs, on va tomber souvent de la laideur. Il me revient en mémoire d'ailleurs la phrase de ce designer américain, Raymond Loewy. La laideur se vend mal. Donc, dans le style de vie qui nous attend, dans la ville sensuelle, comment engager la question de la beauté? Je sais, on en parlera dans un instant, Thierry Fabre, que vous avez en tête un Beauce méditerranéen. Mais la question de la beauté, aujourd'hui, comment vous l'engagez? Alors moi, j'ai fait des études littéraires avant de faire archi, et on m'a appris que Platon avait écrit « La beauté est une belle jeune fille ». Alors, on est en plein dans le sujet, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans l'actualité. Bien sûr. Alors moi, je ne parle pas de beauté parce que c'est mon humilité qui parle. Je parle d'esthétique. Dans l'esthétique, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'esthétique, ça renvoie à toute une série de choses qui sont les proportions, l'harmonie, la couleur, etc., qui font que, in fine, on en arrive à une certaine forme de beauté, mais comme on le sait, la beauté n'est pas la même pour tout le monde. Par contre, l'esthétique, c'est un devoir et c'est un droit qui devrait être celui de tout le monde, comme la mobilité, on en parlait tout à l'heure. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un luxe, l'esthétique, c'est devenu un luxe. Alors, c'est devenu un luxe dans le quotidien et dans la vie privée, mais c'est devenu maintenant un luxe dans la vie publique, dans la place publique, etc. Et ça, c'est là où, à un moment donné, quand on est architecte et urbaniste comme moi, on est obligé de s'engager. On ne peut pas accepter le fait que l'esthétique devienne quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie de population ou alors à une certaine catégorie de projet. Ça n'est pas imaginable. Et pour revenir sur la Méditerranée, je prendrai un exemple. On travaille aujourd'hui sur un projet dans la ville de Sète. On est en train de dessiner le terminal passager du port de Sète. Il faut savoir que le port de Sète relie la France au Maroc, puisque les lignes qui sont aujourd'hui en marche sont Sète Nador et Sète Tanger. Le terminal passager du port de Sète aujourd'hui, c'est une baraque au milieu d'un tarmac. Donc il était nécessaire de faire un nouveau terminal. Le concours portait sur un certain... Alors, je vais aller très rapidement parce que c'est un peu technique, mais le concours portait sur un certain type de programme. Et quand on a répondu à ce programme, on s'est dit on ne peut pas envisager ce projet comme un bâtiment, c'est une globalité. Car les gens qui vont prendre le bateau à Sète restent 10, 12, parfois 15 heures sur un tarmac en plein cagnard dans leur voiture en attendant de traverser la Méditerranée. Et donc on s'est posé la question de ce tarmac, on s'est dit finalement ce port c'est la première étape d'un voyage à travers la Méditerranée. Et donc on a commencé notre étude en disant je passe la frontière parcellaire entre l'espace de la rue et l'entrée du port comme une première étape d'un voyage. Et ça a été comme ça une multitude d'étapes qu'on a augmentées en mettant des aménités, en créant des aménités pour les voyageurs, des espaces d'ombre, des espaces de rafraîchissement, des jeux pour enfants, des endroits pour se relaxer pour les adultes, etc. Chose qui n'était pas compris dans le programme. Donc il a fallu se battre avec un client en lui disant il faut faire ça, il faut augmenter. Et il ne s'agit pas de beauté, mais il s'agit d'esthétique. Parce que là, ce qu'on va créer là va être, a priori, je l'espère, beau, mais ce n'est pas le fait que ça soit beau qui va transformer la vie de ces voyageurs et de ces... C'est bien le fait qu'à un moment donné, on a pris le soin de créer quelque chose en conscience, en réfléchissant bien à toutes les notions qu'on doit prendre en compte quand on dessine un projet. Mais Gropius aurait fait pareil, hein. Non mais je suis sérieux, je veux dire que absolument. C'est là où on voit combien, il faut qu'on parle du beau, ça part de ça au fond. C'est là où on voit effectivement combien l'architecture est puissante quand on veut parler de style de vie. Et pourquoi cette réflexion autour du Bauhaus
et de ce lien avec ce trait d'union avec la Méditerranée. Enfin, quelques mots quand même sur le Bauhaus, qui est donc, ce n'est pas simplement une école d'architecture fondée par Walter Gropius en 1919, donc ce sera le centenaire l'année prochaine. C'est une école qui était fondée sur l'interdisciplinarité. Et qui a rassemblé Paul Klee, Kandinsky, Molinage, Marcel Breuer, Marianne Brand, enfin bon, une pléiade d'artistes et ce qui est intéressant avec le Bauhaus, c'est de montrer que quelque chose de cet ordre a déjà eu lieu, que cette façon de penser la transformation des modes de vie est d'une esthétique. Parce que qu'est-ce qu'a fait le Bauhaus? Il a pensé une esthétique au temps de l'industrie. Nous ne sommes plus au temps de l'industrie, nous sommes au XXIe siècle, et donc à des ères post-industrielles, numériques, et tout ce qu'on veut, etc. Mais je crois qu'il y a cette idée d'essayer de construire un trait d'union entre Bauhaus et Méditerranée, et une forme d'utopie concrète, mais une façon de dire, écoutez, il y a à l'échelle de la Méditerranée, dans ce qui se joue en Méditerranée, et je reviens de Tunis où j'ai encore eu des démonstrations sous les yeux, une très grande fertilité artistique, ce que j'appelle la Méditerranée créatrice, des artistes de niveau international, de niveau mondial qui sont là, et qui se posent vraiment la question des modes de vie, qui se posent la question de la transformation des modes de vie. Or, comme on sait qu'on va devoir changer nos modes de vie, on ne va pas changer de façon autoritaire. On ne va pas changer de façon impériale, dictatoriale. C'est très peu probable que nos modes de vie changent comme ça. Ils vont changer par le désir, par une autre façon d'habiter le monde. Et qu'est-ce qui est susceptible de susciter ce désir? Eh bien, des artistes. C'est eux, comme le dit si bien Camus, les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles, c'est eux qui créent des formes nouvelles. Et de ce point de vue-là, il y a toute une fertilité créatrice qui est là, et qui me paraît importante à non seulement à penser, c'est ce qu'on fait dans ce travail sur cet atelier de recherche sur les styles de vie en Méditerranée à l'IMERA, mais c'est aussi de penser, on est aussi un lieu de résidence d'artistes, et de le penser, par exemple, par une grande exposition qui se nourrit de cette réflexion pour justement donner à voir cette dimension-là, et de partager, comme le dit encore Rancière, le partage du sensible. Et c'est comme ça, à travers l'esthétique, qui a une grande résonance politique, que l'on pourra inventer, donner forme à une Méditerranée commune. Bien sûr que c'est une utopie. Je ne sous-estime pas la mort Méditerranée et ce qui se passe sous nos yeux, les guerres, voilà, ce que j'appelle le désastre. Mais il y aura bien un après le désastre. Et bien, c'est notre responsabilité, c'est d'être dans cet après, c'est d'ouvrir les chemins. Et de ce point de vue-là, ne pas oublier que l'essentiel des sociétés du sud et de l'est de la Méditerranée, majoritairement, ont moins de 25 ans. Donc elles ont un avenir à inventer. Est-ce que cet avenir va être commun ou est-ce qu'on va être dans la conflictualité avec l'Europe? C'est ça, moi, je dirais presque mon obsession. C'est ça qui me paraît aujourd'hui un des grandes querelles et un des grands défis de notre époque et de notre temps. Et c'est ça qu'il s'agit de penser à travers les styles de vie, leur donner une dimension. Et l'esthétique, elle est accessible. C'est pas quelque chose c'est pas, je dirais, d'art contemporain, conceptuel, inaccessible. Pas du tout. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la cité et qui façonne nos styles de vie. Et c'est pour ça que, quelle que soit la conscience du tragique et du désastre dans lequel on est, j'ai une foi dans ce qui pourra être inventé demain, puisqu'on est dans des rendez-vous de demain. Et ce qui fait tout l'intérêt, vraiment, du travail que produit l'IMERA, c'est la transdisciplinarité. C'est-à-dire, au fond, s'interroger de façon collective et transverse sur les enjeux du monde dans lequel nous sommes. Est-ce que c'est une démarche fréquente chez les architectes, chez les urbanistes? Pensent-ils aujourd'hui la ville et l'urbanisme différemment et de façon plus systémique? Merci. Oui, ça le devient. Ça ne l'était pas. Ça l'était très peu. Ça le devient par la force des choses, et c'est une bonne chose. Parce que... on le voit bien de toute façon. Oui. On voit les écueils d'abord. C'est indispensable. Voilà, on voit les écueils du dogme architectural. Hein. Je le dis bien volontiers parce que c'est mon métier, donc je prends plus ça. Non, c'est indispensable. Ça rentre vraiment dans les mœurs, on va dire, des architectes. Ça rentre aussi dans les préoccupations des décideurs, des politiques quand il s'agit de projets, publics.
c'est une évidence. Le problème, enfin, pas le problème, l'attention, on doit être extrêmement attentif et sérieux, car aujourd'hui, même si la pensée commence à s'ouvrir et si la transdisciplinarité se fait, elle se fait, mais elle se fait toujours, et là je vais jeter un pavé dans la mare, vous êtes prêts? Il y a toujours une dimension de communication derrière. Et ça, c'est terrible. Parce que la communication, c'est instantané. Et on ne fait pas un métier on fait un métier pour le pérenne. Et en fait, il y a un conflit, on parlait de temps tout à l'heure, on a un conflit aujourd'hui à gérer, nous les architectes, les urbanistes, qui est cette urgence du politique ou du décideur ou du puissant ou de ce qui vous voulez, et il n'y a pas de connotation négative là-dedans, de pouvoir tout de suite communiquer sur son projet. Mais vous n'êtes pas dans les mêmes temporalités. La temporalité politique n'a rien à voir avec la vôtre. Et c'est terrible, parce que ça crée des contresens dramatiques, ça crée des projets de très mauvaise qualité, dont l'esthétique complètement abandonnée, puisqu'on est dans une urgence, dans un phénomène de mode. À la mode, quoi. Voilà, on revient dans des phénomènes de mode qui, le temps que ça soit construit, parce qu'on fait un métier au temps long, on ne construit pas en 3 mois, donc sont déjà plus à la mode, donc c'est déjà has-been, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment dramatique. C'est une notion, il faut avoir une vision. C'est vraiment un métier qui se fait à partir d'une vision. Vous en avez une, j'en ai une, j'ai des confrères qui en ont d'autres. Parfois, on s'oppose, et c'est une bonne chose, mais il faut avoir une vision, il faut avoir une pensée. On ne peut pas répondre dans l'urgence à des phénomènes qui sont dans la permanence. Ça n'est pas possible. Et je prends pour preuve aujourd'hui la surabondance d'images qu'on donne à voir au public, en disant regardez, ça va être magnifique, ça va ressembler à ça. Mais je défie quiconque de faire ça dans un temps. C'est impossible. C'est impossible. Entendre le mot de vision me touche beaucoup, parce que je regarde Stéphane Paoli, parce qu'il y a une personnalité qu'il connaissait très bien, avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler, qui est Edgar Pisani, qui était un grand ministre de l'aménagement, de l'agriculture, et qui a été, donc, j'ai connu comme président. Surtout, si je peux me permettre, parce que c'est une espèce en voie de disparition, un grand serviteur de l'État. Absolument. Et donc, qui a été président de l'Institut du monde arabe, et il a fait le tour des acteurs politiques, et il leur disait je vous attendais dans la vision, je vous ai trouvé dans la gestion. Et donc, il y a cette dimension-là que je crois qui est à l'œuvre, et que cette quête d'une vision, mais c'est ça, je dirais, c'est là le travail de la pensée scientifique, c'est aussi la capacité de nourrir des visions. C'est peut-être là où il y a un enjeu, et où peut-être les lieux de savoir et de connaissance peuvent nourrir des visions, je dirais, à un peu plus long terme que celles de la temporalité de la communication. J'ai encore, mesdames et messieurs, une toute dernière question avant, j'espère, dans un instant, les vôtres, à Pauline Marchetti et à Thierry Fabre. C'est toujours un plaisir de partager un peu avec vous. C'est d'ailleurs pas forcément une question que j'ai envie de vous poser pour conclure. Je vous ai écouté tous les deux avec beaucoup d'intérêt. Et je trouve très stimulant ce que vous dites, parce qu'au fond, on va en revenir à un mot qui fait peur à beaucoup, mais qui est magnifique par son essence, qui est le mot politique. C'est le partage de la cité. C'est ce que nous avons décidément en commun, la politique. Et au fond, la Méditerranée pourrait être un extraordinaire laboratoire du commun, à travers la problématique de l'urbanisme et de la ville. Et je pense que là, et que Marseille prenne sa place, j'allais dire, géographique, quasi nodale d'ailleurs, au fond, en Méditerranée. Et peut-être, nous qui voulions faire, mon cher Thierry Fabre, de ce théâtre du gymnase, une sorte de TNP de la science. Là, il y aurait un formidable laboratoire scientifique et politique à travers les styles de vie. Le politique, il peut s'appréhender sous 3 angles. Un angle vertical, qui est celui que l'on connaît, de l'État et des institutions, qu'on voit bien. Un angle horizontal, comme dit Hannah Arendt, c'est la politique, c'est l'espace qui est entre les hommes. Et puis dans une dimension qui est oblique, qui relie justement, c'est ce que moi j'appelle une pensée traversière, et les styles de vie. En mathématiques, on appelle ça la résultante. Voilà, la dimension traversière qui relie le haut et le bas et le haut en des interactions multiples, et ben les styles de vie, ils se jouent là. Et c'est là où peut s'élaborer de nouvelles visions du politique. Et qu'est-ce que c'est que la cité, sinon le creuset du politique.
Donc c'est vrai que Marseille est une très vieille cité phocéenne de la Méditerranée, et il y a peut-être des choses dans ce qui s'expérimente ici qui sont aussi dans le désastre, dans la déglingue, dans le problème des transports, dans la ville monstre, comme le dit Philippe Pujol. Oui, mais pas que. Et il y a donc aussi une capacité de lien avec l'autre qui me paraît riche et fertile. Et de ce point de vue-là, Marseille est une ville très passionnante pour la Méditerranée du XXIe siècle. Moi, je pense que Marseille est un fantastique laboratoire de l'urbanité contemporaine. J'en suis assez convaincue, et je pense que s'il y a bien une ville en France qui peut être ce laboratoire, c'est Marseille. Parce qu'elle a justement cette chance incroyable d'avoir résisté à beaucoup de... Non, mais non seulement... Et elle a toujours résisté. Je veux dire, Louis XIV, elle a résisté. Et d'avoir inventé des choses. Et pour l'avoir étudié un petit peu, vous êtes en permanence surpris. La surprise, qu'est-ce que c'est agréable d'être surpris. Quand on parlait d'émotion tout à l'heure, on parlait de sensations, on parlait de la surprise, c'est un sentiment fantastique. Marseille, je mets au défi beaucoup de Marseillais de ne pas être surpris dans leur propre ville. Vous êtes plus souvent surpris à Marseille qu'à Paris. Avec des bonnes surprises, mais aussi des mauvaises surprises. Oui, mais c'est pas grave. Je ne sais plus qui parlait du droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est pas des... Il y a des conséquences, certes. Toute la question est de laisser les choses réversibles. Voilà. Le droit à l'erreur, il faut qu'il existe. Il faut qu'on puisse... On parle de laboratoire, donc on parle d'expérimentation. On est obligé d'expérimenter. On ne peut pas sortir une réponse à un problème comme ça. La question, c'est que ça reste réversible, que les citadins puissent avoir des prises et transformer l'essai. Voilà. Tout l'enjeu est là. Et ça passe par de la créativité, de l'esthétique, de l'analyse des modes de vie, vous l'avez dit tout à l'heure, plein de sujets, et qui ne sont pas le dessin technique, la réglementation, on peut en reparler encore, mais ce n'est pas ça. Mesdames, Messieurs, je vous en prie, c'est à vous maintenant aussi. Souvent, vous le souhaiterez, on a un petit peu de temps. Vous nous faites un petit signe et puis on vous apporte un micro. Cela dit, c'est vrai que nous sommes dans un théâtre et qu'en parlant un peu fort, tout le monde vous entendra. Donc, mais pour l'enregistrement, il vaut mieux... Pour l'enregistrement, c'est mieux. Alors, donc décidément, le micro. Attendez, on va vous passer un micro. On va vous apporter un micro, madame. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut... Normalement, il y a des gens... Non, mais... Ils ne sont pas là. Ah ben alors... Il faut parler bien fort. Alors. C'est un peu le ciel, c'est le négatif de notre positif. Vous l'avez dit, c'est la découpe, c'est-à-dire c'est ce qui reste de ce qu'on construit. À chaque fois ça fait partie d'un des thèmes qu'on est. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de mon agence, vous verrez qu'il y a des thèmes comme ça. On a parlé du climat, le ciel est un thème qui est en première ligne, et parce que justement, pour moi, le ciel, c'est pas uniquement de la lumière, etc. C'est d'abord un fantastique vecteur pour l'imagination, qui regarde le ciel, se transporte, se voyage et sort de son quotidien, va plus loin, et ça, c'est fantastique. Donc, notre devoir à nous, c'est de permettre ça. Maintenant, il y a une chose qui s'appelle la densité, qui est un fléau dans notre pays, puisque aujourd'hui, on en parle un peu dans l'ouvrage, on critique beaucoup l'étalement urbain, pour des raisons qui sont justifiées. La plupart de ces raisons-là sont des raisons d'ordre, écologique, mais pas que. Et donc on densifie les villes pour éviter, parce qu'il y a plus en plus de gens qui rentrent en ville, etc. Et donc effectivement, le droit au ciel et la découpe devient quelque chose de plus en plus rare. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. À Marseille, vous ne le sentez pas trop. Quand on avait fait le pavillon, on avait filmé les toits de Marseille et les toits de Paris. À Shanghai, hein, ouais. Le pavillon de France. On a montré la France à Shanghai. On avait filmé les toits de Marseille et les toits de Paris. Les toits de Marseille sont découpés.
On voit bien que le ciel rentre en ville. Vous pouvez constater que les toits de Paris, le ciel ne rentre pas. C'est une ligne horizontale parfaite. Et vous n'avez pas, le ciel n'entre pas en ville. En plus, les rues étant un peu biscornues, etc., vous n'avez jamais le ciel. Cette question du ciel, elle est donc essentielle. Et elle ne s'apprend pas en école d'architecture, si pour répondre à votre question. Par contre, elle rentre dans ces... Je parlais tout à l'heure de critères, ou je ne sais plus comment j'appelais ça, où on parlait de réseau, d'atmosphère. C'est pour nous, en tout cas, et pas que pour nous, pour d'autres aussi, on va dire un grand titre, quoi. Quelque chose auquel on doit être extrêmement attentif. La découpe de ce ciel et le fait de le faire rentrer en ville. Oui, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi. Oui, voilà. Non, je crois que c'était tout. Oui, je voulais aussi vous demander, peut-être, vous dites qu'il n'y a pas longtemps que j'habite Marseille, vous dites, vous avez dit, on est tout le temps surpris à Marseille. Vous n'avez pas un ou deux exemples comme ça où vous êtes surpris à Marseille? Ou Thierry, peut-être. Thierry, est-ce qu'il est encore surpris? J'en ai plein. Mais je regardais Thierry parce qu'il connaît mieux Marseille que moi. Mais qu'est-ce qui surprend à Marseille, au fond? Déjà, c'est une ville... La topographie, si vous vivez la topographie marseillaise, vous découvrez... Vous faites une expérience. Vous partez de la Canebière, à peu près, et vous essayez de suivre la mer, mais pas sur la corniche, à peu près 5 à 10 mètres. Vous essayez de marcher en parallèle de la mer, et vous essayez toujours de vous retourner. Dès que vous pouvez, vous regardez si vous avez une vue sur la mer. Vous allez avoir la mer qui est cadrée de manière différente. Vous avez un panorama différent à chaque fois. C'est des expériences, c'est magnifique. C'est magnifique. Une ruelle qui tombe sur la mer, d'un coup une avenue, une plage en pleine ville. Enfin, mais faites l'expérience pas sur la corniche, un peu en dehors. C'est ça qu'il faut faire. Moi, si je dois, à chaque fois, c'est l'expérience que je propose parce qu'elle est assez géniale. Eh ben, je vais abuser. Troisième chose, juste que j'ai trouvé aussi formidable d'apprendre que Manhattan, que j'adore, était à la même latitude que Gênes et que les gratte-ciel avaient. C'est ça que vous avez dit, que les gratte-ciel avaient été construits pour que la lumière. En partie, oui. C'est génial. Voilà. Qui souhaite intervenir ou poser une question? Je vous en prie, faites-nous un petit signe. Et cette fois, on aura un micro en plus à vous donner. Bonsoir. Je vais rebondir sur la question de marcher dans Marseille. J'ai marché du parc Longchamp jusqu'à Notre-Dame cet été et j'ai trouvé effectivement plein d'endroits incroyables. Et je faisais ça pour mes petites nièces russes et puis finalement j'ai découvert Marseille alors que je croyais connaître Marseille. Donc marcher dans Marseille, c'est vraiment extraordinaire. Je vais faire un commentaire parce que je suis enseignant à l'université et à l'université, on essaie de renforcer... je ne vais pas parler au nom de mon président, mais on essaie de renforcer l'arc méditerranéen. C'est-à-dire qu'on essaie de renforcer les collaborations avec Barcelone et les collaborations aussi avec l'Italie, avec Gênes, etc., etc. Donc ça, c'est un premier commentaire sur le début. Et puis vous avez parlé, en même temps que l'arc méditerranéen, de la notion de temps, et c'est là où je vais en venir. Il y a un très beau livre qui s'appelle « L'éloge de la lenteur », je crois, de Sepulveda et Pettini. Et qu'est-ce que la lenteur apporte à l'architecture et qu'est-ce que l'architecture apporte à la lenteur? Je racontais tout à l'heure à Stéphane et Thierry le projet qu'on essaie de mener, qu'on est en train de terminer en ce moment, qui est une étude sur la qualité architecturale. Ça, c'est le chapeau. Et en fait, le sujet, c'est les seuils, l'espace du seuil. Vous parlez de lenteur architecturale, l'espace du seuil, c'est l'espace de la lenteur. Et c'est l'espace qui a disparu. Aujourd'hui, le seuil n'est plus un espace qui est pensé en tant que tel. L'espace est pensé de manière extrêmement pragmatique, en fonction d'un programme, d'une rationalité. On retourne un peu aux usages, ce qui est une bonne chose, mais l'usage de du rien, le seuil, la transition entre le dehors et le dedans, entre le profane et le sacré, entre le privé et le public, tous ces seuils, tous ces espaces qui, à un moment donné, permettaient justement au corps de s'adapter, de plein de points de vue différents, n'existent plus. Donc, s'il y avait une architecture de la lenteur, c'est l'architecture qui soignerait ces seuils. Voilà, ça serait ma réponse. Si je peux me permettre, Pauline, il y a un grand collectionneur italien, mais peu importe son nom, avait l'une des plus belles collections qu'on puisse imaginer d'art contemporain.
Et pour permettre d'accéder à la vision de cette collection, quand on rentrait chez lui, on rentrait dans une pièce absolument noire. Tellement noire que si Pauline Marchetti et moi-même nous étions trouvés dans cette pièce, il aurait été impossible pour elle et pour moi de nous situer dans cet espace. Noir absolu. Rester dans ce noir absolu, le temps nécessaire pour enfin distinguer, mais après au moins 5 minutes, un minuscule point de lumière, minuscule, et se diriger vers ce point de lumière. Ce point de lumière ouvrant à la sortie du seuil pour rentrer dans la collection et être prêt à la regarder différemment. On est là dans une architecture de la lenteur. On est dans une architecture de la réception et on est surtout dans une forme de disposition tout à fait différente. Donc je crois en effet que la question de la vitesse, qui nous paraît naturelle et souvent nécessaire aujourd'hui, n'est pas une petite question. C'est comment, dans un temps de l'immédiateté, retrouver une part de notre propre humanité, puisque nous, moi j'appartiens encore à une génération qui marchait à côté du cheval. Et mon référent de vitesse, c'était celui-là. Et on est passé aux algorithmes qui calculent des transactions financières à la nanoseconde. Il n'y a pas un cerveau humain qui sait ce que c'est qu'une nanoseconde. Donc voilà, ce sont des questions centrales, évidemment. Ce qui est frappant, c'est qu'on revient sur le temps et que le premier des rendez-vous de demain était sur le temps. Et des ordres du temps avec Lévin Yilmaz et Jean-Pierre Luminet. Et qu'au fond, cette question du temps, là aussi, elle traverse et elle est absolument centrale pour... Mais c'est une très belle question, hein, l'architecture de la lenteur. Je trouve que c'était... Il y avait aussi Éloge de l'ombre, qui était un magnifique texte sur le rapport différent aux matières et aux idées, qui est aussi un très beau livre. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir. Alors, il y a le temps aussi chronologique, et quand on est après le désastre, je pense, moi aussi, je suis un néo-marseillais, et je suis quand même frappé par un certain nombre de projets urbanistiques qui sont des catastrophes, quoi. Quand on se trimballe sur la rue de la République ou vers les terrasses du port, comment on fait quand ce désastre-là a eu lieu, que c'est devenu des lieux, des espèces de déserts? Comment on peut retramer quelque chose? Comment on peut retrouver un commun, y retrouver quelque chose de méditerranéen? Comment on fait après? Déjà, vous ne faites pas travailler les architectes. C'est la première réponse que je vais vous donner, surtout dans un cas comme celui-là. La rue de la République, c'est particulier parce qu'elle a déjà été, c'était déjà un lieu un peu très, très austère de mon point de vue, parce que c'était cette grande avenue haussmannienne. C'est d'ailleurs le plus beau, si on aime l'architecture haussmannienne, ou en tout cas, c'est le plus bel exemple. Vous trouvez même ça à Paris, vous ne trouvez pas. Cette répétitivité elle a un côté presque, on dirait presque une usine un peu. Vous savez, ces usines, ces grands espaces avec ces espaces répétitifs où vous avez la même trame de poteaux, la même trame de fenêtres, tout ça pour entrer des machines, pour que tout ça fonctionne en chaîne. Vous avez une espèce de chaîne comme ça. Donc, c'est déjà un espace qui est un peu hostile de ce point de vue-là. Alors après, les choix de mettre le tramway au milieu, d'avoir c'est des choix d'infrastructure un peu hasardeux. Le seul moyen, c'est de donner des micro-prises, du micro-urbanisme pour que les gens reviennent et utilisent l'espace public à l'échelle du micro-urbanisme. Dans un cas comme ça, je ne vois que ça, parce que vous ne pouvez plus transformer cette grande avenue, elle est classée, c'est fermé définitif. Pour le port, vous parliez du port, les terrasses du port. Alors là, je vais être plus mesurée, parce que moi, je ne trouve pas que c'est... Je ne sais pas si c'est un échec cuisant. Maintenant, je ne suis pas marseillaise, donc je n'habite pas cet endroit, et je ne l'utilise pas. Je crois que l'effort qui avait été fait était d'ouvrir le port, en fait. Alors, vous me dites que ça ne fonctionne pas, en tout cas de votre point de vue.
Vous avez un grand geste architectural d'un architecte extrêmement connu qui s'appelle Norman Foster, qui a créé, vous avez ce grand parasol là, en miroir, cette ombrière, merci, qui est une espèce de grande installation comme ça, qui est censée être une espèce de jeu ou qui reflète l'espace public dans lequel vous vous reflétez, etc. Mon jeu. Il y a plus de prises. Il y a plus de prises parce qu'il y a plus d'usages. Il y a le port, avant tout, les bateaux. Avant, il y avait un marché. Hein. Les pêcheurs vendaient leurs poissons ici. Moi, j'ai... Voilà. Donc, peut-être qu'on peut peut-être essayer de recréer ça. Enfin, il y a plus de prises. Je pense que là, avec le temps, les choses vont reprendre un peu le... Puis Marseille est une ville comme ça. La ville, de toute façon, c'est un organisme vivant. Ce n'est pas un objet. C'est la base. Si on comprend ça, déjà, on a compris pas mal de choses. Donc, la ville de Marseille est un tel organisme vivant que les terrasses du port ne vont pas rester comme ça bien longtemps, à mon avis. Les choses vont reprendre la... Ouais. Ah, pardon. Alors, excusez-moi. Moi, je voyais le port, la terrasse, le port en tant que terrasse. Ah, excusez-moi. Vous voyez comment on peut facilement faire du commun. Alors, je ne connais pas les terrasses du port, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question. Mais la question s'adressait également à Thierry Fabre, à tous deux. Là, il faut y aller, Thierry. Hein. Non, je n'en pense pas grand-chose. Je n'en pense pas grand-chose. Sinon que une des hypothèses de travail du projet Euroméditerranée était de réconcilier la ville avec son port et de s'ouvrir sur la mer. Et qu'il y a eu plusieurs tentatives. Il se trouve que moi j'ai travaillé au MUSEM et que tout ce quartier nouveau qui est né là, c'est un quartier assez formidable. Je pense que c'est un des acquis de la capitale européenne de la culture d'avoir créé une nouvelle place Méditerranée. En pleine entrée du port de Marseille, et que de ce point de vue-là, il y a eu des réussites qui sont très fortes. J'ai pas le projet de Maule comme projet qui s'est répandu à peu près partout à l'échelle internationale et en Méditerranée. Il y en a beaucoup à Beyrouth en particulier. C'est pas un modèle urbain qui m'intéresse particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est un endroit qui a été utilisé pendant une petite année en 2013, qui est le J1, qui est un lieu absolument magnifique. Et je ne comprends pas qu'un lieu d'une telle intérêt, d'une telle beauté, avec une telle vision sur la mer, sur le port, sur la ville, etc., soit pas un des épicentres de Marseille. Maintenant, voilà, sur les réaménagements de Marseille, il y a des choses qui sont réussies. Je pense que les arches du port, c'est plutôt réussi, et qu'il y a d'autres qui le sont nettement moins. Mais bon, ça, j'ai juste un point de vue de quelqu'un qui regarde l'architecture. Mais il y a, dans la pensée de midi, on a fait jadis un numéro qui s'appelait « Vivre l'architecture » et qui est une façon justement de sortir des objets singuliers. Parce qu'il y a quelques objets singuliers, et comme notamment avec quelques architectes stars connus dans le monde entier, qui posent leurs objets comme ça, comme des œufs. Et voilà, la réalité de la ville est un peu absente de ces réalités-là. Et ça, je crois qu'il faut essayer d'être dans le vivre l'architecture. C'était évidemment être dans un rapport sensible à l'architecture. Et donc, c'est une façon, effectivement, d'habiter le monde et d'être dans un style de vie. Marseille, de ce point de vue-là, est assez, allez, pour le dire de façon diplomatique, contrastée, dans une réalité assez contrastée. Voilà. C'est tout l'intérêt aussi, c'est tout l'intérêt d'éviter, ce qui est un point que vous abordez dans votre réflexion, la normalisation des métropoles. Où une sorte de toise. Le mobilier urbain est le même à Barcelone, à Gênes et à New York, ce qui est assez dommage, parce que l'identité de la ville, elle tient aussi à de petites choses. Si tous les bancs publics ont la même figure, c'est vraiment dommage. Donc, une question encore avant que nous finissions, parce qu'il est déjà 8h30. Monsieur, je vous en prie. On va vous donner un micro. On va vous donner un micro. On vous apporte un micro. Merci, bonsoir. Arnaud Bizalion. Moi, j'ai une question sur un des sujets qui ont été abordés, c'est celui de l'esthétique et de la beauté,
qui rejoint ce dont vous venez de parler, qui sont ces objets qui parsèment nos villes. Et ça m'interroge beaucoup, cette histoire d'esthétique, parce que je ne sais pas comment l'appréhender, et comment comprendre les bâtiments, Franck Gehry, comment il s'appelle, notre local très connu, Ricciotti, etc. Et vous parliez tout à l'heure, à l'instant, de cette forme d'uniformisation. Y a-t-il une esthétique méditerranéenne, et comment et finalement on se sent très impuissant par rapport à ce qui se construit et qui ne se détruira pas, parce que la rue de la République, vous le disiez, on ne peut pas la refaire, et c'est probablement une erreur, et là on se sent très 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 impuissant par rapport à ça. Et là le découpage du ciel évidemment rentre en ligne de compte. C'est intéressant, esthétique méditerranéenne. On aurait pu y passer du temps ce soir. Il y a deux questions. Il y a une question effectivement sur l'esthétique méditerranéenne et il y a une question sur les formes architecturales. Donc peut-être qu'on va répondre à deux voix. Je pense que toute vision unifiante de la Méditerranée est un leurre. C'est pour ça que je la conjugue volontiers au pluriel. Je parle des styles de vie en Méditerranée et c'est pas monolithique. Parler d'une identité méditerranéenne, je veux dire, c'est un non-sens. C'est une façon de réduire à l'un. Et donc tous les travaux qui ont été menés sur les études méditerranéennes, qui ont donné lieu à ce très beau dictionnaire de la Méditerranée qui a été publié chez Actes Sud, qui fait un peu plus de 500 pages, essaient justement de conjuguer au pluriel pour essayer de comprendre les trajectoires. Ceci étant, il y a bien des formes qui se parlent. Et quand on parle de style de vie en Méditerranée, il y a bien des éléments qui sont de l'ordre justement du commun. Et de ce point de vue-là, c'est ces correspondances, pour utiliser cette métaphore baudelairienne, qui, je crois, peut nous entraîner, nous emporter. Et je crois, un des éléments qui est constitutif en dehors des imaginaires, des récits, etc., de ce qui fait monde commun en Méditerranée, c'est le rapport à la cité. Si la Méditerranée existe, c'est dans l'interrelation entre Beyrouth, Tanger, Alexandrie, Marseille, Tunis, etc., Gênes ou Barcelone. Cette interrelation-là, on voit des formes qui ont circulé à travers l'histoire et aussi dans des formes contemporaines. Donc, essayer de prendre cette dimension esthétique ou de l'invention des formes, de la création des formes contemporaines à l'échelle de la Méditerranée, oui, je crois que ça a du sens, à condition de ne pas vouloir le faire rentrer dans un espèce de code unifiant, de dire voilà l'esthétique méditerranéenne. Ce serait vraiment abusif et on passerait à côté de la pluralité des formes qui jouent entre elles. C'est de l'ordre, je dirais, quand ça sonne bien ensemble, c'est de l'ordre de la polyphonie, justement. Et donc, pour qu'il y ait polyphonie, il faut qu'il y ait plusieurs registres de voix qui se répondent les unes avec les autres. Si je voulais parler d'esthétique en Méditerranée plutôt que d'esthétique méditerranéenne. Et ça renvoie au fond aux propos de Pauline Marchetti et de la ville sensuelle. Ça va passer par les odeurs, par les parfums, par les huiles d'olive, par les terrasses. Voilà. Ce ne sont pas des lieux communs. Ce sont des éléments très profonds. C'est-à-dire que les styles de vie, ils reposent sur des dimensions anthropologiques. Voilà. Et ce sont des dimensions très profondes. C'est-à-dire que le quotidien, il est à la fois réactif, il se transforme, etc., mais en même temps, il s'appuie sur des pratiques qui viennent de très loin. On dit par exemple qu'en immigration, on perd plus facilement la langue que son rapport à la cuisine. Et je crois que c'est un élément qui dit bien, quand je parle d'anthropologie, c'est derrière quelque chose qui est de cette mémoire lointaine. Oui, alors, pardon. Thierry, en t'entendant parler, évidemment, je pense au travail de Pouillon, qu'on retrouve à Alger, Climat de France, à Marseille, et puis bien ailleurs, où il me semble que cet architecte a probablement su respirer des choses. Quel est votre avis Alors, je vais vous raconter une anecdote et après je vais vous donner mon avis. Mon anecdote, c'est il y a quelques années de ça, j'ai participé à un grand concours pour un musée en France. Je ne vous donnerai pas le nom de la ville, parce que vous connaîtrez le nom du maire. Je l'ai perdu. Enfin, on l'a perdu. Et la réponse du maire a été dans le texte, écrit noir sur blanc, que notre projet n'avait pas l'effet Bilbao nécessaire et que souhaitait la mairie. Quand vous lisez ça,
vous avez juste envie de changer de métier. Mais je vous garantis, hein, c'est une douche froide. Qu'est-ce que c'est que l'effet Bilbao? Alors Bilbao, vous connaissez, ville industrielle du nord de l'Espagne, dans un état lamentable. Franck Gehry, années 90 quand même, il y a quelques années de ça, arrive, crée ce fantastique musée. On peut avoir son avis sur la question, mais qui est quand même un événement pour cette ville et permet à cette ville de renaître un peu de ses cendres en créant une demande, enfin une offre touristique et culturelle. Et maintenant, je sais pas, tous les maires du monde se sont refilés le truc et ont envie de faire pareil. Sauf que ça marche pas comme ça. Et donc voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Pour la réponse à la question, vous avez différents types de projets. Un musée, on reprend le cas de Bilbao, on prend le MUSEM, c'est des programmes fantastiques qui donnent lieu à une expérimentation architecturale, j'en suis convaincue, et qui permettent, si vous voulez, effectivement, d'aller plus loin. On parlait tout à l'heure de l'importance des artistes dans l'après, dans l'imagination d'une vie d'après. Les architectes ne sont pas des artistes, mais sont quand même des auteurs. Ils sont quand même des gens qui, à un moment donné, doivent aller plus loin que la commande. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est le lieu de l'expérimentation. Maintenant, si vous prenez Franck Gehry, pour revenir à lui, on aime, on n'aime pas Franck Gehry, le sujet n'est pas là. Franck Gehry, c'est un de ces architectes qui a son style, on parlait de mode, sa forme, on parlait de forme, et qui multiplie les événements à Paris, à la Fondation Louis Vuitton, à Bilbao, à Los Angeles pour l'auditorium de Walt Disney, etc. À Arles. Voilà. C'est dommageable, mais pas tant que ça. Je trouve. Honnêtement. C'est dommageable, si on est, mais c'est pas très grave. Ce qui est beaucoup plus grave, je trouve, et c'est filmé, ouais, bon, ok. Tant pis. C'est l'argent que la collectivité va mettre dans des projets comme ça, qui va pas être mis ailleurs. Ça, c'est grave. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'expérimentation n'est pas toujours poussée à son maximum pour aller plus loin que le simple événement spectaculaire. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les villes, aujourd'hui, pensent communication, attractivité, avec des gestes. Alors, vous parliez tout à l'heure des œufs. On pose ça comme des œufs, nous on dit comme des sacs Vuitton. Alors on est beaucoup plus trash, mais on dit voilà, je suis le maire de je sais pas quelle ville, hop, je vais m'acheter mon sac Vuitton, je siffle le Gehry, hop, il vient, il pose son sac, clac, c'est bon, je peux faire de la com pendant 10 ans. C'est ça qui est en train de ça. Mais ça c'est critiqué, c'est énormément critiqué. Vous lisez tous les articles qui sortent depuis 5 à 10 ans aujourd'hui dans le monde de l'architecture, c'est critiqué. D'ailleurs, c'est en train de. Aujourd'hui, le maire qui siffle le Gehry pour lui construire son nouveau, il est complètement has-been, il n'a plus compris. Donc c'est en train de changer. Donc voilà, c'est ces choses-là. Mais la réalité, c'est que c'est des épiphénomènes. La réalité du quotidien et des modes de vie dont on parle aujourd'hui, c'est pas dans ces lieux-là que ça se situe. Mais pour que les gens qui travaillent ces lieux-là, les autres lieux et tous les autres lieux dont on a parlé pendant toute cette heure et demie, puissent avoir les moyens de travailler, et l'attention qui doit être portée à leur travail aussi de la part de ces politiques, parce que c'est eux qui font quand même la pluie et le beau temps aujourd'hui, on le sait. Il faut cette vision, il faut cet intérêt, il faut cette confiance, il faut plein de choses. Et je blâme 50% les politiques, 50% les auteurs, hein, parce que la responsabilité, elle est partagée aujourd'hui. Si on en arrive à des phénomènes et à des situations qui sont bloquées. Mais il faut vraiment, voilà, le temps, l'attention, l'énergie, elle doit être là. C'est là-dessus qu'il faut qu'on la dépense. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette initiative de Bauhaus de la Méditerranée, parce que s'il y avait une chose que le Bauhaus a fait, aujourd'hui Gropius serait vivant ou Misandero serait vivant, je peux vous garantir, il serait comme Gehry. Ce seraient des stars. Mais le Bauhaus, c'était comment transformer le quotidien dans une époque de la révolution industrielle pour que le quotidien soit moderne. Question, puisqu'il était... Et que le design soit moderne. Il était fait référence à lui, question que Pouillon s'est posée. Question que Pouillon s'est posée. Et si on devait classer Pouillon quelque part, il serait à l'opposé de ce que fait Gehry aujourd'hui. Oui, mais encore une fois, Gehry peut faire ce qu'il fait. Bien sûr, non, mais c'est ça qui est intéressant. Il faut penser pluriel. On a tendance à trop catégoriser. C'est le drame, à mon avis,
gros problème de ce pays, c'est qu'on met les gens dans des cases, etc. Ce qui est génial, c'est de sortir des cases. Moi, j'essaye de faire ça tout le temps. Sortir des cases. J'ai énormément de mal. Et aller relire Les Pierres sauvages de Ah oui, qui est magnifique. Mesdames, Messieurs, alors merci de la qualité, comme à chaque fois, de votre écoute. Si je peux me permettre, belle Méditerranée, Sensual City Studio, c'est passionnant. Vraiment, c'est une réflexion intelligente, ouverte, généreuse et sensuelle sur la ville et l'architecture. Juste un mot de notre prochain rendez-vous, qui sera d'ailleurs le dernier de la saison, le 24 avril prochain. La question posée sera quel grand décidément, oui, grande question. Quels grands défis politiques et internationaux autour du bassin méditerranéen? Ce sera avec vraiment deux figures passionnantes. Jean-Pierre Filiu, qui est probablement l'un des tout meilleurs sur cette question-là, et qui est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain. Il enseigne à Sciences Po. Il a publié récemment un essai remarquable qui a pour titre « Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe », qui est paru aux éditions de La Découverte. Et l'autre invité, ce sera Rostan Mehdi, qui est professeur de droit public et directeur de Sciences Po à Aix-en-Provence. Voilà, on sera très heureux de vous retrouver le 24 avril prochain. Et encore une fois, merci de votre présence. Bonne soirée.